Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par la Gazette des communes, département formation. Et nous allons ce matin un sujet d'actualité puisqu'il s'agit de la loi ASAP et de ses impacts pour la commande publique. Donc, je vous remercie d'être aussi nombreux. Et nous serons accompagnés par Maxime Buche de LexCase, qui est une société d'avocats. Et Maxime intervient en phase de conseil et en phase de précontentieux et contentieux, principalement en matière de droit des contrats publics, de droit des propriétés publiques, de droit de l'urbanisme et de droit de la responsabilité des personnes publiques. Il anime à nos côtés une formation sur les impacts de la loi ASAP sur la commande publique et avec un de ses collaborateurs également sur les impacts de la loi ASAP sur l'urbanisme. Donc, c'est de cela qui va nous parler ce matin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire, je les lui relayerai. Vous avez un petit menu à droite de votre écran normalement qui vous permet de le faire. Donc, allez-y et nous tâcherons d'y répondre au cours de son intervention. Maxime, je vous laisse la parole. Je vous remercie beaucoup. Bon webinaire à tous. Merci beaucoup Laurence pour cette présentation. Bienvenue à tous. Merci d'être aussi nombreux. Donc on a 1 heure pour échanger sur la loi ASAP et notamment ses impacts sur la commande publique. Donc comme l'a dit Laurence, surtout n'hésitez pas à me poser des questions via le chat. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. En tout cas, j'ai une petite fenêtre où je vois les questions qui s'affichent. Laurence m'a présenté, merci Laurence. Je suis donc du cabinet LexCase. On est un cabinet qui est basé sur 3 bureaux à Paris, Lyon, Marseille, pluridisciplinaire. Et donc moi, je suis en charge de l'équipe droit public avec 2 associés, Alain Debenay, Raphaël Appelbaum. Donc on intervient dans à peu près tous les domaines du droit public des affaires, notamment des contrats publics et sur l'ensemble du territoire. La loi ASAP qui nous intéresse, donc loi qui a été adoptée le 7 décembre 2020 après un petit examen par un examen important par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a validé l'ensemble des mesures qui portaient sur la commande publique en y apportant quelques précisions ou quelques précisions d'interprétation, on pourrait dire, mais rien d'extraordinaire. Cette loi, donc, elle signifie accélération et simplification de l'action publique. Donc, on est dans ce type d'acronyme à la mode. La prochaine loi à la mode qui devrait arriver, c'est la loi 4D, donc décomplexification, déconcentration. Et 2 autres mots qui commencent par D. Donc, encore une loi fleuve à venir. Cette loi, elle a 150, 200 articles, la loi ASAP, avec beaucoup d'éléments sur le droit de l'environnement, l'urbanisme, et puis notamment sur la commande publique. L'objectif poursuivi par la loi ASAP, c'est une loi qui a été initiée après la crise des Gilets jaunes. Ça a été un objectif d'amélioration des procédures administratives de tous ordres, de simplification, de meilleure accessibilité de l'administration dans son sens général aux citoyens. Au départ, elle concernait assez peu la commande publique et puis elle s'est enrichie au cours des débats parlementaires, notamment en réaction à la crise sanitaire, puisque les parlementaires ont souhaité capitaliser, tirer les enseignements de la crise sanitaire et donc les intégrer dans la loi ASAP. Et c'est pour ça en fait que c'est une loi, on pourrait dire un peu fourre-tout, qui concerne de nombreux sujets. Certains sujets sont pensés de façon assez précise, d'autres le sont moins. On parlera notamment de la dispense de procédure justifiée par un motif d'intérêt général, où on a encore pas mal d'interrogations. Sur la commande publique, on peut répartir les nouveautés en 8 catégories, donc qu'on va balayer ensemble. C'est donc dans les articles 130 à 140 approximativement, sachant que la majorité de ces nouveautés ont été codifiées directement dans le code de la commande publique, mais pas toutes. Tout d'abord, alors ça ne marche pas. Voilà. Première innovation, première nouveauté, c'est une codification quasi intégrale des dispositions des ordonnances Covid. Donc ça fait partie des évolutions de la loi ASAP au cours des discussions. La crise sanitaire est arrivée par là.
Vous le savez, comme moi, le gouvernement a pris par ordonnance et par décret un certain nombre de mesures pour organiser la crise sanitaire, le confinement, notamment sur le volet commande publique. Le Parlement a souhaité capitaliser là-dessus et reprendre ce régime et créer 2 nouveaux livres dans le Code de la commande publique. Donc les livres, c'est vraiment les grandes parties. Il y en a 7 de mémoire désormais dans le Code de la commande publique. On a un livre marché, on a un livre concession, on a un livre des marchés publics de sécurité et de défense, etc. Donc là, on va avoir 2 nouveaux livres, un livre pour les marchés, un livre pour les concessions, spécifiques aux circonstances exceptionnelles, où on va retrouver tout un régime applicable en cas de circonstances exceptionnelles qui, en gros, peu ou prou, est comparable à ce qui a été mis en œuvre lors de la première vague de la pandémie. C'est un régime qui ne s'appliquera pas à la décision de l'acheteur, bien évidemment, puisqu'il va être déclenché par un décret, donc en cas de nouvelle crise sanitaire, par exemple, mais pas que. Ce régime durera 24 mois maximum. Au-delà de 24 mois, il faudra une prolongation par une loi. Bon, je suis assez réservé sur l'intérêt de prévoir, d'ajouter encore des pages et des pages au Code de la commande publique sur ces circonstances exceptionnelles. Le motif d'ajouter ça, c'est que ça permet d'avoir une législation qui est prête à l'emploi rapidement en cas de nouvelle crise. Bon, mais sachant que chaque crise est particulière et donc j'espère qu'on n'aura pas à appliquer ce régime avant longtemps, mais je suis prêt à parier que si c'est le cas, il sera forcément pas adapté parce qu'on peut pas tout prévoir par définition, c'est exceptionnel, imprévu. Donc, il y aura nécessairement des adaptations. Voilà. Bon, on peut considérer qu'au moins il y aura une base éprouvée et le législateur n'aura plus qu'à l'améliorer. Enfin, le gouvernement probablement par ordonnance plutôt. Sachant que on peut aussi dire que dans le Code de la commande publique, vous le savez, parmi les possibilités d'avenant, on a déjà une possibilité de modifier les marchés en cas de circonstances imprévisibles. Alors là, c'est un peu plus large parce qu'on n'est pas que sur des circonstances imprévisibles, mais on est aussi, le Code de la commande publique dans ces nouveaux livres, la loi ASAP parle des circonstances exceptionnelles. Par exemple, les circonstances liées au Covid, aujourd'hui, on ne peut plus raisonnablement dire que c'est une circonstance imprévisible. En revanche, c'est exceptionnel, ça c'est certain. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette codification des ordonnances Covid? Eh bien, on retrouve les aménagements des modalités pratiques de consultation. Voilà, tout ce qui est publicité, délai, etc. Prolongation des contrats qui arriveront à échéance dans le cadre de ces circonstances exceptionnelles, et bien là, il y a un droit à prolongation par avenant. Prolongation des délais d'exécution de la même manière. Suspension des pénalités de retard. On retrouve cette idée de dire, en cas de circonstances exceptionnelles, eh bien, l'acheteur ne peut pas sanctionner son entreprise par des pénalités ou par des résiliations, mais ce n'est que l'application du principe plus général de dire que une pénalité ne s'applique que si le manquement est réellement imputable à l'entreprise. En revanche, ne sont pas reprises un certain nombre de dispositions qui sont par exemple celles qui sont relatives à la poursuite des paiements dans les marchés à prix forfaitaire, puisqu'on avait eu dans le cadre de la première vague de la pandémie une disposition qui visait à poursuivre le paiement des acomptes aux entreprises. De la même manière, la prolongation de la date limite de remise des offres, donc DLRO, comme j'ai mis sur le support, ça ne sera plus une obligation, c'était de plein droit dans le cadre du Covid. Là, ça sera une faculté. Se réserve encore une fois que ça soit à nouveau adapté lorsque de nouvelles circonstances exceptionnelles surviendront. Les dispositions relatives à l'indemnisation du co-contractant ne sont pas reprises parce que je pense que là, pour le coup, on est vraiment dans du très spécifique, du cas par cas selon les circonstances. La suspension des contrats de concession, pareil, on ne retrouve pas. Et les dispositions relatives aux avances ne sont pas reprises. Pourquoi? Parce que principalement, ces mesures d'élargissement, d'augmentation du pourcentage d'avance qu'on peut octroyer aux entreprises, en fait, elles ont été pérennisées à demeure, si je puis dire, par un décret du 15 octobre 2020. Donc, c'est désormais dans notre droit commun.
Deuxième nouveauté de la loi ASAP, alors c'est une nouveauté, c'est une évolution parce qu'on avait déjà eu une première marche avec le décret du 22 juillet 2020, c'est une réhausse temporaire du seuil de dispense de mise en concurrence à 100 000 € hors taxe pour les marchés de travaux. J'ai remis un petit histogramme qu'on aurait pu encore plus détailler, hein, parce que là c'est vraiment très simplifié, on va le voir dans quelques diapositives après, de l'évolution des seuils de conclusion de marché de gré à gré, c'est-à-dire sans publicité ni mise en concurrence obligatoire. On avait un seuil à 20 000 € qui a été annulé en 2010 par le Conseil d'État, réduit à 4 000 €. Ensuite, en 2011, on était monté à 15 000, donc tout marché confondu. En 2016, avec l'ordonnance et le décret, la réforme des marchés publics, nous étions arrivés à 25 000 €. En 2020, monté à 40 000 €. Et aujourd'hui, après la loi ASAP, on a ces deux seuils, un seuil de 100 000 € pour les travaux, un seuil de 40 000 € pour le reste, c'est-à-dire fourniture, conseil, service. Et sachant que ce seuil de 100 000 €, attention, il est temporaire et s'applique jusqu'au 31 décembre 2022. Ce que je n'ai pas fait figurer dans l'histogramme, c'est donc ce fameux décret du 22 juillet 2020 qui avait lui-même prévu des seuils intermédiaires, puisqu'on avait pour les marchés de travaux un seuil à 70 000 € qui était applicable jusqu'au 10 juillet 2021. Donc, eh bien, à partir de la publication de la loi ASAP décembre 2020, ce seuil a été rehaussé à 100 000 €. Les dispositions de ce décret sont donc devenues sans objet pour ce qui concerne les marchés de travaux. Et nous avions aussi un seuil de gré à gré pour les marchés de denrées alimentaires à 100 000 €. Alors, c'était très c'était très restreint et à mon sens pas très simple, puisque c'était réservé au marché pour les fournitures qui étaient produites, donc les denrées alimentaires produites avant le 11 juillet et livrées avant le 10 décembre 2020. Donc voilà, il y avait une double condition à vérifier. De toute façon, aujourd'hui, février 2021, ce seuil n'est plus applicable. Je pense qu'on peut regretter quand même que le Bercy, le législateur, n'ait pas entendu aussi augmenter un petit peu le seuil de gré à gré pour les marchés de denrées alimentaires, parce que c'est quand même un sujet assez récurrent. Pour par exemple les cantines scolaires avec qui je travaille beaucoup, on a un certain nombre de marchés. Je pense au marché de boulangerie. Alors bien sûr, c'est rare d'atteindre ne serait-ce que les 40 000 €, mais si un acheteur souhaite le computer son estimation de marché avec les fruits et légumes, par exemple, et d'autres, la viande locale, on arrive facilement à des montants importants pour les collectivités importantes où il y a beaucoup de restauration collective. Ça aurait été intéressant que ça soit un petit peu augmenté. On en reste aux 40 000, qui est déjà une bonne chose. Alors bien sûr, comme d'habitude, et le Conseil constitutionnel l'a rappelé, pour ce seuil de 100 000 €, comme pour le seuil de 40 000 €, il faut respecter les trois grands principes de la commande publique, qui sont l'égalité de traitement des candidats, la transparence des procédures et le libre accès à la commande publique. Et on retrouve dans l'article de la loi ASAP sur ce seuil de 100 000 € la petite phrase qu'on retrouve aussi dans le code de la commande publique pour les marchés de gré à gré sous 40 000 € qui est l'acheteur veille à la bonne utilisation des deniers publics et dans la mesure du possible à ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur. Donc, à la fois, on dit l'acheteur, vous pouvez conclure de gré à gré avec n'importe qui, mais à la fois, on dit attention, il faut quand même utiliser cette possibilité avec précaution et concrètement ne pas avoir recours au même fournisseur ou à la même entreprise de travaux pendant 20 ans sans s'être intéressé à la concurrence. Donc toujours du bon sens. Comme je l'ai dit, ce seuil, il est applicable jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, les marchés conclus signés jusqu'au 31 décembre 2022. Si on a un projet de marché qu'on n'aura pas eu le temps de signer avant le 31 décembre 2022, eh bien, il faudra publier un avis de marché, sous réserve que ce seuil ne soit pas pérennisé ou encore modifié, ce qui me paraît pas non plus impossible. 2 ans en droit de la commande publique, vous le savez tous, c'est très long. On a des nouveautés, des réformes, des modifications quasiment chaque année. On me pose une question, par quelle opération juridique un seuil nouveau prévu par la loi peut-il effacer un autre seuil inférieur, certes, mais prescrit par décret? C'est une excellente question qui, moi aussi, ça
ça m'a heurté en fait, hein, concrètement, puisque le décret de juillet 2022 prévoyait ce seuil à 70 000 euros jusqu'en juillet 2021, et la loi, le législateur, donc le pouvoir législatif, est venu modifier ce seuil finalement et l'augmenter à 100 000 euros. Sauf qu'effectivement, dans la loi ASAP ne dit pas le décret de juillet 2020 est modifié, bien entendu. C'est pas juillet 2020, c'est oui, 22 juillet 2022. Je crois que c'est décret de 2019. J'ai dû vous dire une bêtise. J'ai dit 2020, mais c'est 2019. En fait, c'est pour répondre à votre question. Donc, la loi, par définition, ne peut pas intervenir sur les décrets. Les décrets, évidemment, ne peuvent pas intervenir sur la loi. Donc, on ne retrouve pas dans la loi ASAP une disposition qui viendrait dire l'article temps du décret est abrogé. En revanche, c'est comment dire, la hiérarchie des normes fait que cette disposition du décret qui prévoyait un seuil de 70 000 euros jusqu'en juillet 2020 est devenue caduque, tout simplement, puisque c'est un peu la même logique que dans les marchés où on dit que le CCAP prime sur le CCAG en cas de contradiction. Ben là, on est dans la même logique. Est-ce que Bercy, pour clarifier, va prendre un décret pour supprimer cette disposition, justement, donc ce seuil de 70 000 euros qui est caduque? Ça n'a pas été annoncé. À mon sens, ça serait quand même souhaitable parce que là, on arrive à quelque chose qui, enfin, c'est quand même, ça reste compliqué parce qu'évidemment, il n'y a pas de renvoi dans le décret sur la loi ASAP. Dans le code de la commande publique, on ne va pas retrouver le décret, on ne va pas retrouver la loi ASAP. Enfin, il faut quand même suivre, hein, notamment pour les acheteurs qui n'ont pas forcément l'habitude. Donc, juridiquement, le paysage actuel tient la route parce que la loi prime sur le décret. En revanche, du point de vue de l'opportunité, moi, ça me paraîtrait important que Bercy fasse assez vite signer un décret par le ministre pour abroger le décret de 70 000 euros qui était de valeur réglementaire. Je reviens sur le seuil de 100 000 euros, donc applicable jusqu'au 31 décembre 2022. Sur quoi il porte? Donc sur tous les marchés d'un montant estimé inférieur à 100 000 euros. Et dans le cas d'opérations globales, on retrouve ce mécanisme de petits lots. Donc les 100 000 euros, c'est applicable aussi aux lots dont le montant est inférieur à 100 000 euros avec la condition suivante, c'est que le montant cumulé de ces petits lots doit être inférieur à 100 000 euros et en tout état de cause inférieur à 20% de la valeur totale estimée de tous les lots. Donc c'est très intéressant parce que ça veut dire que même pour les opérations de grande ampleur, des marchés publics à 5 millions, plus de 5 millions, on est en procédure formalisée. Eh bien, si on a des petits lots du style VRD, paysagiste, voilà, ce genre de lots qui sont souvent des montants inférieurs, et ben tous ces petits lots-là, on pourra les passer de gré à gré dans le cadre du marché global, puisque je rappelle que pour estimer le montant ce qu'on appelle le montant du marché, mais en réalité, ce serait le montant de la procédure, le montant du besoin, il faut prendre l'ensemble du besoin qui est homogène, fonctionnel. Donc pour les marchés de travaux, ça va être l'ensemble de l'opération qui se caractérise par exemple par l'unité géographique ou par l'unité fonctionnelle. Si c'est la rénovation d'un bâtiment, et bien évidemment, là, il faut cumuler le montant de tous les corps d'État. Donc, mécanisme intéressant, à la fois pour les marchés, j'allais dire, isolés de 100 000 euros. J'ai une petite rénovation, j'ai des petits travaux à faire, un petit terrassement qui est isolé, qui ne s'inscrit pas dans une grande opération à moins de 100 000 euros, je peux le faire. Mais aussi dans ma grande opération, eh bien, je peux passer mes petits lots, peinture, paysagiste ou autres, eh bien, en gré à gré. Alors, on va le voir dans quelques pages, deux pages plus loin, là où j'ai remis un schéma qui récapitule. On a ce seuil de 100 000 euros, mais on a quand même ce seuil de 40 000 euros qui existe. On a encore le seuil de 25 000 euros qui existe pour certaines obligations. Donc, notamment, si je suis dans mes marchés de gré à gré inférieurs à 100 000 euros, est-ce que je dois mettre à disposition mon DCE sur le profil acheteur? La réponse est non, parce que s'il existe dans le Code de la commande publique une obligation de mettre son DCE sur le profil acheteur pour tous les marchés supérieurs à 40 000 euros hors taxe,
le code précise, et c'est bien vu, j'allais dire de la part du rédacteur du texte, que cette obligation ne s'applique qu'aux marchés qui ont fait l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence. Donc les marchés qui ont été conclus de gré à gré, quelle qu'en soit la raison, et donc parce qu'on a évidemment des marchés supérieurs à 40 000 euros qui peuvent être conclus de gré à gré dans certaines conditions, et bien là, pas d'obligation de publier sur le profil acheteur. C'est logique, mais c'est prévu par la réglementation et tant mieux. En revanche, la communication par voie électronique est-elle obligatoire? Eh bien, la réponse est oui, puisque on va retrouver dans le code de la commande publique une dérogation à l'obligation de communiquer par voie électronique pour les marchés de gré à gré. Sauf que si on applique très précisément le texte, on voit que la dérogation à l'obligation de communiquer par voie électronique, elle est très précise puisqu'elle vise les marchés conclus de gré à gré qui sont listés par le code de la commande publique. Or, les marchés de travaux conclus de gré à gré d'un montant inférieur à 100 000 euros hors taxe ne sont pas listés par le code de la commande publique, ils sont listés par la loi, enfin ils sont visés par la loi ASAP. Donc on ne rentre pas dans cette exception. Donc ça veut dire qu'en théorie, si on applique très strictement le code de la commande publique, il n'y a pas le choix, il faut communiquer par voie électronique. Par voie électronique, ça veut dire évidemment par la plateforme acheteur, on pourrait tout à fait imaginer quelque chose de plus souple. Bon, ensuite, j'ai envie de dire comment dire, si cette obligation n'est pas respectée par l'acheteur, je pense qu'on peut dire que les conséquences sont faibles, voire quasi inexistantes, hein, puisqu'on n'a pas de sanction particulière de cette méconnaissance de la réglementation. Alors, à noter aussi que cette rehausse de seuil à 100 000 euros ne permet pas de déroger aux obligations déclaratives des acheteurs, hein, qui, vous savez, sont la publication des données essentielles sur les plateformes acheteurs. Donc, on a toujours cette règle qui est prévue au 2196-1 du Code de la commande publique, qui est, eh bien, pour les marchés de plus de 40 000 euros, donc finalement, même si je suis en gré à gré, pour les marchés de plus de 40 000 euros, je dois mettre à disposition les données essentielles sur le profil acheteur. Les données essentielles, c'est quoi? C'est les procédures de passation que j'ai menées, avec ou sans publicité et mise en concurrence, le contenu de mon contrat, donc les données essentielles, et toutes les informations sur l'exécution du marché, particulièrement sur la conclusion des avenants. Tout ça sur profil acheteur pour tous les marchés de plus de 40 000. Et pour les marchés entre 25 et 40 000 euros, donc on retrouve une survivance de ce seuil de 25 000 euros qui vient un peu complexifier les choses. Et bien là, c'est la publication de la liste annuelle des petits marchés. Obligation de la part de l'acheteur, enfin imputée à l'acheteur. Il faut publier tous les ans cette liste annuelle des petits marchés, même ceux qui ont été conclus de gré à gré. On me pose la question suivante, les reconductions de marché au-delà du 31 décembre 2022 seront-elles appliquées à un marché public avant cette date? Donc, on se trouve dans l'hypothèse d'un marché public de travaux d'un montant inférieur à 100 000 euros hors taxe, éventuellement reconduit. Et donc, si je comprends bien la question, l'idée c'est qu'on a conclu un marché public reconductible avant le 31 décembre 2022, mais on le reconduit après le 31 décembre 2022. Est-ce que cette souplesse de l'absence de publicité et de mise en concurrence est applicable? À mon sens, oui, parce que la loi ASAP indique que c'est applicable à tous les marchés qui sont conclus avant le 31/12/2022. Donc, vous le savez, la logique quand on conclut des marchés à option, à tranche optionnelle, voilà, ou autre mécanisme, c'est que, notamment reconduction, c'est qu'on prend toujours l'hypothèse la plus importante vis-à-vis de la masse de l'achat. Donc, quand j'ai passé mon marché reconductible avant le 31 décembre 2022, pour apprécier le montant, j'ai pris mon année N, qui est l'année de base, plus mon année N plus 1, N plus 2, avec une reconduction éventuelle, tacite ou express, peu importe. J'ai signé le marché dans ces conditions-là, en prenant en compte mes reconductions envisagées. Donc, oui, pour moi, on peut
on pourra reconduire sans aucune difficulté postérieurement au 31 décembre 2022, puisque le marché il a été figé avant cette date-là. Donc, je ne fais que appliquer mes clauses contractuelles et mes conditions de passation qui étaient en vigueur à l'époque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, février 2021, par exemple, vous pourriez prévoir un accord cadre de travaux pour les travaux de maintenance, je ne sais pas, les travaux de diagnostic amiante ou autres pour les acheteurs qui ont un patrimoine immobilier important. Je prévois mon accord cadre de travaux de 4 ans, renouvelable 3 fois. Ça veut dire qu'on va arriver après le 31/12/2022. Bien sûr, il faut prévoir absolument un maximum à 100 000 euros, hein, puisque dès que je vais dépasser les 100 000 euros, je vais être dans l'illégalité, puisque je suis plus dans l'exception de pouvoir passer mon marché sans pub et mise en concurrence. Donc, marché reconductible 4 ans, un maximum de 100 000 euros. Et moi, j'ai aucune difficulté ensuite à le reconduire sur les 3 années qui viennent, même après le 31 décembre 2022. On me pose une autre question. Suite à consultation de travaux en procédure adaptée via la plateforme, un lot est susceptible d'être passé de gré à gré. Peut-on faire cette consultation par mail cette fois? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que autant donc il y a je pense que c'est un oubli ou une volonté de ne pas complexifier inutilement, encore une fois, de la part de Bercy, enfin plus précisément là en l'occurrence du législateur, conseillé par le ministère. Il y a cet oubli de dire que au-dessus de 40 000 euros dans nos marchés de travaux, on peut ne pas communiquer par voie électronique. Donc, si on applique strictement la loi, oui, il faut communiquer par voie électronique. En revanche, il me semble, ça serait à vérifier, mais il me semble que la communication par voie électronique est assez souple pour pouvoir se faire par email. Ensuite, bien sûr, il reste la question de la signature électronique ou alors une formalisation par papier une fois qu'on a discuté, une fois qu'on a échangé les devis et envoyé par mail l'acceptation à l'entreprise de son devis. Eh bien, il faut signer par papier. Voilà. Pour moi, vous n'avez pas d'obligation à passer par le profil acheteur. Et j'ai même envie de dire que ça va dans la logique du législateur. Pourquoi il y a ce seuil de 100 000 euros? C'est pour simplifier et accélérer l'achat public. La complexité de l'achat, c'est un vrai obstacle pour les entreprises. Donc, le profil acheteur, même si aujourd'hui, il faut reconnaître que l'utilisation reste assez simple pour ceux qui ont l'habitude, mais peut-être pour les petits artisans ou les PME, c'est plus compliqué. Comment dire, ne pas utiliser, se donner la possibilité, la liberté d'utiliser les mails, le téléphone, le courrier, ça va dans le sens, dans cet esprit de simplification et d'accélération de l'achat public. Donc, on est tout à fait dans l'esprit. J'espère que j'ai répondu à votre question et bien sûr, si ce n'est pas le cas vous-même ou les 2 questions précédentes, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, j'ai mis ce schéma que je trouve très intéressant, que j'ai récupéré sur le site de l'Association des acheteurs publics que vous connaissez peut-être, pour laquelle je suis intervenu d'ailleurs la semaine dernière. Je trouve qu'il est intéressant parce que c'est un schéma qui récapitule finalement, enfin, qui montre que simplifier le droit de la commande publique, c'est pas si simple, quoi. D'ailleurs, j'avais noté une citation du secrétaire d'État qui avait présenté la loi ESAP, qui disait « On a augmenté le seuil des marchés publics sans formalité. Cela ne veut pas dire absence de mise en concurrence, mais absence de complexité dans la mise en concurrence. » Je ne suis pas si sûr qu'on soit dans l'absence de complexité dans la mise en concurrence. On le voit bien, finalement, on se retrouve aujourd'hui avec une multiplicité de seuils. On a 40 000 euros, 25 000 euros, les livres scolaires que je n'avais même pas mis dans mon diagramme à 90 000 euros. On avait eu les denrées alimentaires à 100 000 euros, les travaux à 70 000 aujourd'hui à 100 000, le BOMP à 90 000. C'est quand même un truc... Il faut pouvoir s'y retrouver. Alors, ça ne concerne que les acheteurs qui sont des professionnels du domaine. Les entreprises, à la limite, c'est moins leur sujet. Mais même dans ces catégories de
petits marchés, là, toute la moitié gauche du schéma, enfin même les 2/3 gauche du schéma, bah, il y a des choses trappes, on peut se tromper. À force de vouloir simplifier, est-ce qu'on n'arrive pas à quelque chose finalement qui est plus complexe? Moi, je pense que ce qui est dommage, c'est d'oublier un peu que finalement, ce n'est pas la concurrence qui nuit aux entreprises. La concurrence, elle est saine, même pour les entreprises, et évidemment pour les acheteurs. Ce qui nuit aux entreprises, c'est la complexité des procédures. Ce qui nuit aux acheteurs, c'est aussi la complexité des procédures. Donc là, moi, je dis attention, danger. Il faut arrêter, à mon sens, les seuils dérogatoires, etc. Ce qui serait intéressant, par exemple, c'est qu'on imagine, on fait un seuil à 90 000 € de gré à gré pour tous les types de marchés. Et puis au-dessus de 90 000 €, c'est le BOMP. Et puis après, on retrouve nos procédures formalisées. Comme ça, on supprime un échelon, voire 2 échelons de complexité qui sont le gré à gré et puis la mise en concurrence et la publicité obligatoire, mais avec une publicité adaptée. Donc voilà, si on balaye rapidement ce schéma pour vous rappeler, donc on retrouve, je ne sais pas si on voit ma souris, on doit voir ma souris. D'abord, une obligation générale qui est pour les marchés inférieurs à 40 000 € hors taxe, supérieurs, pardon, pour les marchés supérieurs d'ailleurs à 40 000 € hors taxe, obligation d'un contrat écrit. Et au-dessus de 25 000 €, j'en ai parlé tout à l'heure, obligation de publication des données essentielles. Après, les modalités varient selon qu'on soit sous 40 000 ou pas. On aurait même pu rajouter ça. De 25 à 40 000, c'est publication de la liste annuelle des petits marchés. Et au-dessus de 40 000, c'est publication des données essentielles sur la plateforme acheteur. Donc, on a le seuil de dispense par défaut qui est de 40 000 € avec des cas particuliers qui sont les marchés innovants inférieurs à 100 000 € hors taxe. C'est une expérimentation jusque décembre 2021. Les achats de livres non scolaires, 90 000 € hors taxe. Le fameux motif d'intérêt général, quel que soit son montant, on va y revenir tout à l'heure parce que ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Un seuil transitoire de la loi ESAP, 100 000 €. On avait aussi, donc, comme je disais avant, on était à 70 000. Il y avait le seuil de 100 000 € pour les denrées alimentaires. Ensuite, on retrouve la catégorie des marchés entre 40 et 90 000 €, hormis les cas particuliers, avec un principe de publicité adapté, avec cette spécificité des services sociaux inférieurs à 750 000 € pour les pouvoirs adjudicateurs. Après, il y a les marchés supérieurs d'un montant entre 90 000 € et le seuil européen où là, c'est publication au BOMP. On retrouve un seuil supplémentaire pour les collectivités qui est l'obligation de transfert au contrôle de légalité à 214 000 €. Que dire d'autre? Et puis voilà, encore dématérialisation des marchés publics est bien supérieure à 40 000 €, quelle que soit l'hypothèse. Et encore, non, on a vu pour les marchés de travaux, ça ne s'applique pas. Eh bien, obligation de publication sur le profil acheteur, les données essentielles. Bon, vous voyez, c'est quand même, on arrive à quelque chose qui est censé être simple et finalement, qui n'est pas si simple que ça. Donc, c'est important de l'avoir en tête. J'ai trouvé que ce schéma est intéressant, même si par définition, c'est un schéma simplifié et donc il ne permet pas d'avoir une vision absolument précise et synthétique. On me pose une question très intéressante et merci pour cette question. Si on demande 3 devis, on met en concurrence. Et dans ce cas-là, on doit donc publier point d'interrogation. Alors, il faut voir que pour schématiser, jusque 40 000 € hors taxe, je peux passer mon marché de gré à gré, c'est-à-dire sans mettre en œuvre une mise en concurrence et une publicité préalable. Au-dessus de 40 000 €, je mets de côté tous les dérogations, au-dessus de 40 000 €, j'ai l'obligation de mettre en œuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence. Après, à partir de 90 000, publicité au BOMP et puis au-dessus, seuil formalisé, publication au journal officiel de l'Union européenne. Mais entre 40 et 90, la seule chose que me dit le code, c'est tu dois faire de la publicité. Le mot publicité n'est pas synonyme de publication. Donc, ça veut dire que si vous faites une demande de 3 devis sans le publier, et si vous êtes sous 90 000 € hors taxe, ça marche. C'est de la publicité, dans le sens où vous avez sollicité différentes entreprises et vous les avez informées de ce que votre service envisageait de conclure un marché. Donc là, on est sur de la publicité adaptée
puisque vous avez demandé 3 devis, ça veut dire que vous avez ciblé 3 entreprises qui vous semblaient aptes et intéressées à répondre à ce marché compte tenu de son ampleur, de sa complexité. Donc oui, ça fonctionne. Ensuite, bien sûr, le code et les principes de la commande publique nous disent que tout va dépendre de la complexité du marché, de son montant et de son objet. Plus on va se rapprocher du seuil de 90 000 €, plus il va falloir mettre en œuvre une publicité un peu poussée, voire même quand on va être, je ne sais pas, à 90 000 €, pourquoi pas une publication, par exemple sur le profil acheteur, ou sur le, comment dire, sur la gazette de la gazette de la collectivité, sur le site internet, j'en sais rien. Ou dans un journal quelconque, ou alors une demande, au lieu de faire une demande de 3 devis, une demande de 5, 6, 10 devis. Voilà. Mais pour répondre à votre question, oui, vous pouvez demander 3 devis entre 40 et 90 000 €. Vous satisfaisez à l'obligation de faire de la publicité. La seule question qui reste, c'est est-ce que cette publicité, donc je cible 3 entreprises, j'informe 3 entreprises, est-ce que cette publicité est adaptée ou non? Là, par contre, c'est du cas par cas. Voilà pour cette question du seuil. Alors, on me pose encore une question. Et pour les marchés de travaux, on peut donc soit passer un marché de gré à gré jusqu'à 100 000 €. Oui, pour les marchés de travaux, on peut passer un marché de gré à gré jusqu'à 100 000 €. D'ailleurs, et soit on peut passer un marché de gré à gré, soit on peut publier jusqu'à 90 000 €. La réponse est oui. 100 000 €, vous pouvez passer de gré à gré. Et d'ailleurs, cette obligation de publier au BOMP au-dessus de 90 000 € ne s'applique pas, puisque la loi ASAP me dit bien c'est de gré à gré. Donc, obligation de publicité publiée au BOMP finalement qu'à partir de 90 000 €. Mais c'est toujours pareil, si vous souhaitez publier alors que vous n'êtes pas dans l'obligation, c'est tout à fait possible. C'est comme les marchés inférieurs à 40 000 €. On n'est pas obligé de conclure de gré à gré, on peut tout à fait décider de publier, ou je peux même mettre une annonce au BOMP, même si mon marché est inférieur à 90 000 €, si j'estime que, soit j'estime que l'objet du marché justifie, ou soit j'estime que je vais avoir des meilleures offres, un meilleur panel de concurrence si je publie. Une question qui est plus une remarque, et je vous remercie, qui est intéressante. Nous faisons des demandes de devis sur le profil acheteur. On peut limiter à 3, 4, 5 entreprises de notre choix. Correspondance via la plateforme, pratique et transparent. Effectivement, c'est intéressant, c'est pratique parce que vous avez la plateforme qui est prête à l'usage. On peut envoyer le lien aux entreprises qui ne l'auraient pas identifié et puis recevoir toutes les offres là-dessus. Alors, on me demande qu'est-ce qui est entendu par marché innovant. Donc, c'est les cas particuliers de marché innovant inférieurs à 100 000 € avec une expérimentation jusqu'au 25/12/2021. Je n'ai pas révisé le marché innovant avant de vous parler. C'est assez précisément décrit par le décret qui met en place cette expérimentation avec une définition de l'innovation qui est très intéressante, où on retrouve une notion de à la fois rupture technologique, c'est-à-dire que je compte lancer un marché, soit fourniture, service ou travaux, où j'ai une vraie rupture technologique, une nouvelle technique mise en œuvre, une nouvelle technologie, un nouveau logiciel, un nouveau service. Ça peut être de la rupture technologique, mais ça peut être aussi une évolution significative d'un service préexistant. Tout ça est très cadré par le code. Moi, j'en ai pas vu passer beaucoup, des marchés innovants. Ça reste très encadré, ça reste réservé à des cas très particuliers. On est quasiment dans la recherche et développement en fait. Je vous renvoie sur le site de la DAJ, notamment, il y a une fiche qui est bien faite de mémoire sur les marchés innovants où on nous donne la définition du marché innovant. Je continue. Nouveau cas d'exonération pour motif d'intérêt général. Donc après ce seuil de 100 000 €, on retrouve ce cas d'exonération pour motif d'intérêt général. Exonération de quoi? Exonération de toute procédure de pub et de mise en concurrence. Donc c'est un article qui existait déjà, le 2122-1 du Code de la commande publique, qui nous disait que l'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence dans les cas fixés par décret.
Et on est dit, en raison notamment de l'existence d'une première procédure qui a été infructueuse, d'une urgence particulière, ou de son objet et de sa valeur. Et on nous dit, tout ça lorsque le respect d'une telle procédure est inutile, impossible, ou manifestement contraire aux intérêts de l'acheteur. Eh bien, qu'est-ce que la loi ASAP a ajouté? Elle a ajouté, manifestement contraire également à un motif d'intérêt général. L'esprit, donc validé par le Conseil constitutionnel, qui a dit pourquoi pas, tant que ça n'exonère pas les acheteurs de respecter les grands principes de la commande publique. Le Conseil constitutionnel est venu bien dire ce motif d'intérêt général, c'est un motif d'exonération de publicité mise en concurrence si il est déterminé que finalement le non-respect des, comment dire, la non-application d'une procédure de publicité de mise en concurrence protège mieux l'acheteur, l'intérêt général est mieux assuré par le fait de ne pas mettre en concurrence que par le fait de mettre en concurrence. Donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme et on le voit quand je l'expose, de très flou et de très large. Aujourd'hui, cette exonération pour motif d'intérêt général, elle n'est pas applicable en tant que telle puisqu'il faut attendre un décret en Conseil d'État qui va venir préciser les cas très précis. Et la DAJ, donc la Direction des Affaires Juridiques de Bercy, le ministère de l'Économie, dans sa fiche sur la loi ASAP, a vraiment mis les choses noir sur blanc. Parce que là, dans ce cas d'exonération pour motif d'intérêt général, on est vraiment dans un amendement parlementaire, comment dire, un message, c'est de la politique publique au sens large. Donc, il a fallu derrière, après, que le ministère recadre bien. Il a dit plusieurs choses. D'abord, attention, le pouvoir d'appréciation ne sera jamais laissé aux acheteurs. Donc aujourd'hui, encore une fois, on ne peut pas l'utiliser. Et quand on l'utilisera, ça sera dans les clous, dans les règles qui seront, à mon avis, très strictes du décret. Deuxième chose, cette souplesse ne pourra que concerner les marchés inférieurs au seuil européen, puisqu'on est clairement dans une disposition qui est contraire aux directives européennes. Donc ça veut dire que ça va être pour les marchés qui seront inférieurs au seuil, 5 millions pour les travaux et 200 000, on va dire, pour les fournitures-services. Je l'ai remis parce que c'est important. Voilà, j'ai cité la fiche DAJ. L'objectif d'intérêt général poursuivi et le champ d'un éventuel nouveau cas de dispense ne sont en aucun cas laissés à l'appréciation des acheteurs, mais confiés au seul pouvoir réglementaire. On sera bien sur un décret qui nous précisera ce qu'il faut entendre par motif d'intérêt général. Et en fait, je vois que j'ai répété 2 fois à chaque fois ce que j'ai écrit. Je m'en excuse, mais c'est important. La pédagogie, c'est de la répétition. Encore une fois, ça ne portera que sur les marchés d'un montant inférieur au seuil européen. On me demande, n'est-ce pas déjà prévu lorsqu'on a des travaux urgents à faire? Par exemple, un bâtiment où il y a un risque d'effondrement. Oui, c'est déjà prévu. C'est déjà prévu parce que dans l'article L2122-1, où là, je n'ai mis qu'une citation tronquée, on a cette notion de je peux passer un marché sans pub ni mise en concurrence après une procédure infructueuse, ou si l'objet rend manifestement inutile la procédure de mise en concurrence, ou en cas d'urgence particulière. Donc, votre cas, travaux urgents à faire, j'ai un arrêté de péril ou autre, et il faut que la mairie doit intervenir aux frais et risques, par exemple. Et ben oui, là, je peux passer à un marché public parce que j'ai une urgence légitime. Je rappelle que l'urgence, dans ce cas-là, elle est effectivement appréciée. Il faut que ce soit une urgence légitime. Le retard pris par l'acheteur dans le lancement, par exemple, de la nouvelle procédure pour succéder à un marché déjà existant, mais ça, ce n'est pas une urgence légitime, donc il faut se débrouiller avec. Donc, prudence avec ce nouveau cas d'exonération pour 2 raisons. D'abord, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas applicable en tant que tel. Il faut attendre le décret. Et puis ensuite, parce que justement, il faut attendre de voir comment Bercy va réussir à transposer ça, à appliquer ça de façon très cadrée. Et moi, je pense que en fait, ça va concerner finalement assez peu de marchés. Donc, bon, peut-être plus un effet d'annonce que autre chose. Affaire à suivre. Les marchés globaux, je surveille l'heure en même temps. Pour ne pas vous retenir plus que ce à quoi nous nous étions engagés. Il me reste 16 minutes. Les marchés globaux, donc encore une innovation de la loi ASAP, une nouveauté. Première chose sur le périmètre, je vais passer rapidement, c'est qu'on élargit encore à chaque fois, quasiment à chaque réforme ou évolution du droit de la commande publique, on a
en ce moment, on est dans un sens d'élargissement des cas de recours aux marchés globaux. Donc, les marchés globaux, c'est dérogation à l'allotissement et notamment aussi à l'interdiction de mêler conception et réalisation qui est prévue, cette interdiction qui est prévue par la loi MOP aujourd'hui codifiée au Code de la commande publique. Donc, désormais, marchés globaux possibles pour la conception, construction, aménagement, exploitation des infrastructures linéaires de transport de l'État hors bâtiment. Donc, jolie expression administrative pour dire concrètement les voies ferrées qui appartiennent à l'État. Deuxième extension propre à la Société du Grand Paris, c'est sur les immeubles connexes aux gares de tout le réseau qui est mis en œuvre dans le cadre du Grand Paris. Voilà, première chose. Deuxième chose qui va là pour le coup s'appliquer à tous les acheteurs, comme la troisième d'ailleurs, un critère d'exécution, c'est la loi institue désormais l'obligation pour les acheteurs, je dis bien l'obligation pour les acheteurs et donc pour les entreprises, de confier une partie des marchés globaux aux PME. Cette obligation, elle se décompose, elle se traduit de deux manières. D'abord, c'est dans l'obligation de prévoir un critère. Vous, dans vos procédures de passation, il faudra prévoir un critère de sélection des offres en lien avec la part réservée aux PME, TPE. Alors, qu'est-ce que c'est ce critère? Il faut faire attention. Est-ce que c'est le nombre de sous-traitants ou alors plutôt le pourcentage du montant sous-traité? Je pense qu'on est plutôt dans cette idée-là. Ça serait plus intéressant. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est souhaitable pour vous, acheteurs, qu'on arrive à une sous-traitance de, je ne sais pas, 90%? Je rappelle que la sous-traitance totale est interdite. De la même manière, vous pouvez aussi interdire de sous-traiter des prestations essentielles. Donc, ce critère, il va être pas facile à manier. Je pense que ça va être la prime à celui qui propose le plus, mais il faudra aussi prévoir des garde-fous dans votre DCE, comme par exemple, je refuse que telle et telle prestation que je considère comme essentielle soit sous-traitée. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est l'exécution. L'acheteur, donc dans votre DCE, on devra prévoir une part minimale de l'exécution du contrat que le titulaire s'engage à confier à une PME ou TPE. Cette part minimale, en plus, il y aura comment dire, un plancher sous lequel on ne pourra pas aller, qui va être institué par décret. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est à 10%. Puisque cette disposition de part minimale pour les TPE dans les marchés globaux, elle existait déjà, elle avait déjà été mise en œuvre à titre transitoire par le décret du 17 juin 2020. C'était une mesure transitoire jusqu'au 10 juillet 2021 et on avait le seuil, le plancher de 10%. Donc on retrouve d'ailleurs encore une fois là ce mécanisme un peu bizarre où j'ai une disposition transitoire par décret qui est pérennisé par la loi, mais mon décret n'est pas abrogé. Donc là, c'est le cas. Jusqu'au 10 juillet 2021, c'est 10%. Et puis ensuite, c'est application de la loi ZAP avec un décret qui nous indiquera le seuil. Il faut savoir que cette règle existait déjà pour les marchés de partenariat, les marchés de conception et réalisation et les marchés globaux de performance. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que désormais, on a bien une obligation de sous-traitance a priori plus de 10%. Quelque part, ça exclut aussi la co-traitance. On essaye d'obliger les PME, d'obliger les grandes entreprises à faire venir des PME TPE, mais par cette façon de faire, on les relègue au rang de sous-traitants. C'est une conséquence, mais qui me paraît difficilement contournable avec cet objectif qui est un objectif louable. L'objet, c'était de rassurer les PME, les TPE, sachant aussi qu'en pratique, en fait, dans les marchés globaux, évidemment, il y a toujours des prestations qui sont sous-traitées. Donc, ce n'est pas non plus une révolution fondamentale. Une question qu'on m'a posée la semaine dernière, c'est mais si mon titulaire est déjà une PME-TPE, est-ce qu'il a quand même l'obligation de lui-même sous-traiter une PME-TPE? Je pense que la réponse est oui, puisqu'il n'y a pas de dérogation spécifique. On me pose deux questions. La première, nous avons des marchés négociés de prestations de services dans des manifestations sportives avec des PGF notifiés en août 2020. À cause de la crise sanitaire et des matchs sportifs à huis clos, certaines prestations des PGF n'ont pas pu être réalisées par le titulaire, billetterie, visibilité. Du coup, l'ensemble de la DPGF ne peut pas être payé. Doit-on obligatoirement passer par un avenant pour acter que le paiement sera fait à la DPGF? Si oui, quel texte juridique doit-on s'appuyer pour cet avenant? Alors, je répondrai à cette question à la fin, qui est une question plus générale. Et la deuxième question, la conception-réalisation ne peut donc pas se faire en marché global, même sous les seuils de l'Union européenne.
Si. En fait, la conception-réalisation, c'est une forme de marché global. En fait, on a plusieurs types de marchés globaux. On a les marchés de conception-réalisation et les marchés donc les CREM, les anciens CREM, ils s'appelaient comme ça, conception, réalisation, exploitation, maintenance, ou les marchés de réalisation, exploitation, maintenance. C'est une catégorie de marché global. On a les marchés globaux de performance, mais dans lesquels on peut aussi mettre d'ailleurs de la conception-réalisation. On a les marchés de partenariat, donc les anciens PPP, et on a les marchés globaux sectoriels, pénitentiaires, sanitaires, Grand Paris, etc. Donc, oui, on peut faire de la conception-réalisation en marché global, même sous les seuils européens, sans difficulté. Autre question, comment peut-on dans la notation globale qui prend note des éléments de l'offre, valoriser un marché à une TPE-PME et ne pas avoir recours à une grosse entreprise? Bah oui, c'est toute la difficulté, mais j'allais dire à la limite, le fait que en fait, la loi ASAP rend désormais légitime la possibilité d'exiger une sous-traitance aux PME, TPE. Donc, pour moi, c'est via ce biais-là, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas interdire aux grosses entreprises de candidater, ça serait contraire à l'égal accès à la commande publique, et pas forcément d'ailleurs dans l'intérêt de l'acheteur selon le type d'opération. Parce que si vous avez une opération un peu importante, il faut une entreprise qui a les reins solides. Mais dans le cadre des marchés globaux, voilà, vous avez cet outil de prévoir un critère de sous-traitance. Je ne suis pas certain que hors des marchés globaux, on puisse, en tout cas, on ne pourrait pas obliger, à mon avis, à sous-traiter. En revanche, pourquoi pas, même si vous n'êtes pas dans un marché global, donner la prime à celui qui sous-traitera à une PME TPE. Pourquoi pas. Je poursuis. Cinquième nouveauté, bon, qui vient un peu tard à mon avis. Il faut savoir que la réforme des marchés là, applicable au 1er avril 2016, on a vu la réforme des contrats de concession et la réforme des marchés. Un des éléments qui est le plus intéressant et qui a apporté vraiment une vraie sécurisation juridique très intéressante, c'était sur les avenants. La différence entre les contrats de concession et les contrats de marché, c'est que le nouveau régime pour les contrats de concession a été applicable dès le 1er avril 2016, donc même aux contrats en cours. Mais ce n'était pas le cas pour les marchés publics. Le régime des avenants n'était applicable que pour les marchés publiés après le 1er avril 2016. Donc, bizarrerie qui s'explique sûrement par le fait qu'à l'époque, la DAJ avait considéré que les marchés publics, c'est des contrats courts. Donc, on avait une période transitoire qui allait être assez brève. Mais pour autant, c'était à mon sens pas très pertinent parce que avant le 1er avril 2016, on était, vous savez, sur ce critère de est-ce que mon avenant bouleverse l'économie générale du marché. Donc, on avait cet indicateur un peu flou à plus ou moins 20%, enfin plutôt moins d'ailleurs que plus. C'était pas très confortable. Le nouveau régime qui est plus si nouveau que ça, il est très clair, il prévoit 6 cas de modification très bien encadrés, très sécurisants. Et donc, la loi ASAP vient nous dire qu'il est applicable même pour les marchés actuellement en cours, enfin même ceux qui étaient conclus avant le 1er avril 2016. Bon, en pratique, ça ne concerne plus beaucoup de marchés, mais pour autant, ça reste une modification bienvenue. A priori, de ce que j'en ai compris, la motivation du législateur pour prendre enfin cette mesure, bien qu'elle arrive un peu tard, c'était surtout de protéger des acteurs d'un des cas de modification qui est le suivant, recopié sur la positive. Le marché peut modifier lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir. Donc, circonstances Covid, par exemple. Voilà, bon, je rappelle, pour moi, on a 6 grands cas Ah, je crois qu'on m'a désactivé ma webcam à cause d'une connexion lente. Voilà, je remets. 6 grands cas de modification, c'est tout ce qui est prestation devenue nécessaire, les circonstances imprévues, la substitution d'un nouveau titulaire, la modification non substantielle, la modification de faible montant, et puis aussi, je rajoute, j'en ai oublié un, les clauses de revoyure, les clauses d'option dans les marchés. Je remarque, on me dit la question, je remarque que vous utilisez toujours le terme avenant. Nous nous efforçons de gommer notre vocable, mais pas simple. Donc, on peut garder avenant. Alors oui, vous avez raison, j'ai oublié de le dire, mais j'utilise le terme avenant, mais ne recherchez pas dans le code de la commande publique le mot avenant, il n'existe plus. On parle de modification du marché.
Bon, moi j'aime bien quand même le mot avenant parce que je trouve qu'il est clair, donc je continue à l'utiliser. Il n'y a pas d'interdiction de continuer à l'utiliser, mais en fait, à partir du moment, moi, même mes actes que je passe quand j'assiste une entreprise ou un acheteur, je continue à l'appeler avenant plutôt que modification du marché. Ce qui est important, c'est de bien mettre la référence de l'article, donc du cas de recours. Donc, c'est les articles R2194-1 et suivant du Code de la commande publique. Donc oui, pour moi, de façon très pragmatique, on peut continuer à parler d'avenant parce que ça parle à tout le monde, ça parle aux entreprises et moi, je suis assez militant d'essayer au maximum d'éviter tous les langages un peu administratifs, les acronymes ou voilà, les nouvelles dénominations avec lesquelles les entreprises ne sont pas familières parce que on perd de l'information. Et vous me répondez, nous aussi, on aime bien le terme avenant. Voilà, je pense que on est sur la même longueur d'onde. Sixième nouveauté sur 8, il me dit 26, c'est parfait. Dispense de mise en concurrence pour certaines prestations d'avocats. Donc bon, assez rapidement, il faut savoir que quand il y a eu la transposition des directives de 2014, la France est allée au-delà, comme souvent d'ailleurs, au-delà de ce que les directives imposées et a rendu obligatoire les procédures de publicité de mise en concurrence pour les marchés de services juridiques, tout marché de services juridiques confondu. Alors, en procédure adaptée, quel que soit le montant de mémoire, mais quand même pas de gré à gré possible. La Cour de justice de l'Union européenne en juin 2019 a écrit que les prestations de services juridiques fournies par un avocat ne se conçoivent que dans le cadre d'une relation intuitu personnelle entre l'avocat et son client, marquée par la confidentialité la plus stricte. Et cette confidentialité, cet intuitu personnel, se caractérise par le libre choix de son défenseur et le rapport de confiance qui unit le client à son avocat. Et donc, ça rend difficile la description objective de la qualité attendue à des services fournis. Donc, probablement parmi vous, il y en a qui ont dû lancer des marchés de prestations d'achat de prestations d'avocats. C'est vraiment très, très, très compliqué de prévoir des bons critères, de s'assurer, voilà, en termes de qualité, comment je note. Est-ce qu'on demande des cas pratiques? Alors moi, je dis surtout pas des cas pratiques. Moi, en tant qu'avocat, c'est l'enfer à faire. Et puis, on n'a jamais toutes les informations. Donc, moi, je ne le conseille pas. Ce que je conseille, c'est la communication d'exemples de mémoire, d'assignation, si c'est du judiciaire, ou de notes juridiques de conseil, des exemples anonymisés. Parce que ça permet d'avoir une bonne idée de la façon dont travaille l'avocat, la façon dont il est clair ou pas clair, et est-ce que ça correspond aussi à votre manière de travailler, parce que il y a beaucoup d'avocats qui sont très bons, mais certains avocats, ça ne va pas matcher avec l'acheteur parce qu'on ne parle pas le même langage, on n'a pas la même façon de raisonner. Donc, effectivement, on est vraiment dans l'intuitu personnel. Et puis sur le critère prix, c'est un vrai casse-tête parce que si vous faites du taux horaire, c'est toujours facile de mettre un taux horaire à 90 €. Et puis là, il y a deux solutions. Soit on fait travailler des stagiaires, ou soit on se dit, c'est pas grave. Enfin, moi, je le fais pas, je dis on, mais c'est de façon générale. On va multiplier par 3 le nombre d'heures passées. Mais si on fait du forfait en contentieux, c'est quasiment impossible. Moi, je suis bien incapable, si vous me confiez un contentieux, de vous dire sur les 3 prochaines années, ça va vous coûter tant. Donc voilà, on avait quand même quelque chose qui était très compliqué à faire. Donc aujourd'hui, il est possible de passer de gré à gré des marchés de services juridiques, mais attention, pas tous. Les marchés de représentation en justice ou devant un médiateur ou un comité de consultatif de règlement amiable, et les marchés de consultation juridique qui se rapportent à un litige présent ou à venir, sachant qu'il y a à venir, le texte nous dit qu'en gros, il doit être assez probable. Vous voulez prendre un petit peu plus de temps, n'hésitez pas, hein, l'auditoire est Oui. toujours là et il y a beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt, donc n'hésitez pas à dépasser un petit peu si c'est nécessaire. Bon, c'est gentil, ça marche, parce qu'il est 12h29, hein, ça devenait un peu chaud. Rassurez-vous, je vais prendre 5 minutes, allez, 10 maximum. Donc tout ça pour vous dire oui, et donc ça veut dire sur les services d'avocat, en revanche, tout ce qui est par exemple assistance à maîtrise d'ouvrage, au conseil général, je sais pas moi, sur la gestion de mon domaine public, sur un projet d'acquisition ou autre, ou une analyse de faisabilité, ça reste soumis à mise en concurrence.
Bien sûr, si on est au-dessus de 40 000 euros, faut déjà y aller. Pour être sur une mission d'avocat au-dessus de 40 000 euros, il faut y aller. Après, il y a les problèmes de computation annuels. Mais l'intuito personnel est désormais de nouveau possible, sachant bien évidemment que ça ne vous empêche pas de faire une mise en concurrence, qu'elle soit formelle ou non, d'aller voir plusieurs avocats. Et même si vous n'êtes pas dans le cadre d'une mise en concurrence formelle, moi, ce que je vous invite à faire, mais sans vous enfermer dans un carcan de procédures avec des critères et autres, c'est par exemple demander à un cabinet, j'envisage de travailler avec vous, est-ce que par exemple, vous pouvez m'envoyer des exemples anonymisés de vos notes, de vos écritures, que je vois sur le thème, est-ce que ça correspond à ce que j'attends? Voilà, on est à la limite quelque part dans une sorte de sourcing préalable. Et puis si ça vous plaît, on peut passer en gré à gré ou demander, faire une mini mise en concurrence. Tout est possible désormais, tout est possible. On me demande, bonjour, le recours à un des cas prévus par le CCP, donc c'était sur la question des avenants, n'empêche sans doute pas le respect du seuil de procédure utilisé initialement, du moins je le suppose. Je ne sais pas si je comprends bien la question, donc si je ne la comprends pas, vous réécrirez. Oui, si vous avez un marché qui était un MAPA parce qu'on était sous les seuils et que votre avenant conduit à dépasser les seuils de l'époque, bah oui, il y a un problème parce qu'on dépasse les seuils, donc non, c'est pas possible. Deuxième question, les avenants des marchés conclus entre 2016 et 2019 sont soumis au code de la commande publique. Oui. Oui, du coup, ils sont aussi soumis. Alors, ils ont été signés, donc les conditions de recours, elles étaient celles que vous avez appliquées à l'époque, mais pour leur exécution, on est soumis au code de la commande publique. Autre question, cette dispense est-elle applicable au conseil? Donc, on revient sur la dispense de mise en concurrence pour les prestations de services d'avocat. Cette dispense est-elle applicable aux conseils juridiques généraux de la collectivité? Non. Non, parce qu'il faut que ça soit en lien avec un contentieux existant, enfin avec un litige d'ailleurs, parce que c'est pas forcément un contentieux devant les tribunaux, mais c'est avec un litige. Non, il faut que ça soit en lien avec un litige. Donc vous pouvez avoir un marché général de conseil et pas de représentation, où là vous êtes toujours soumis à mise en concurrence. Et par contre, si vous avez un contentieux qui naît, là vous pouvez recourir à un avocat de gré à gré, ou bien si vous avez besoin d'un conseil en vue d'anticiper ou de prévenir un litige, là, c'est du gré à gré. Par exemple, vous avez une réclamation dans un marché de travaux. Vous voulez savoir comment la traiter, comment est-ce qu'on peut jouer avec les délais du CCAG travaux, l'absence de réserve AOS, ou vous êtes dans le cadre d'un règlement des comptes, vous faites un décompte général, il y a un litige et autres. Bon, là, à mon sens, on est clairement dans le cadre d'un probable contentieux à venir, puisqu'on est par définition dans du litige. Donc là, oui, c'est du gré à gré. Bonjour, autre question. En cas de contentieux existant à venir, obligation de mise à concurrence? Non, alors j'ai peut-être pas été clair, pardon, je le redis clairement. Pas d'obligation de publicité de mise en concurrence en cas de contentieux existant. Pas d'obligation de pub et de mise en concurrence en cas de contentieux à venir, même si la prestation que vous allez demander à l'avocat porte sur du conseil, justement, comment anticiper, comment éviter à la limite le contentieux à venir. Là, ça se rapporte à un contentieux, à un litige. De façon plus générale, on va parler de litige. Et bien dans ce cas, vous n'avez pas d'obligation de publicité et de mise en concurrence. Voilà, j'espère que j'ai répondu aux questions. Pour vous lire le texte, parce que je me le suis noté en note de bas de page, donc on a les services juridiques ne sont pas soumis à publicité et mise en concurrence. Les services juridiques de représentation légale d'un client par un avocat dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, après, etc., etc., mais on comprend, c'est en médiation, en CCRA ou tout autre mode de règlement amiable des litiges alternatifs. Et deuxième catégorie, les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure mentionnée juste au-dessus. Lorsqu'il existe, donc juste au-dessus, justice ou autre règlement alternatif des litiges, donc consultation, pardon, soit en vue de la préparation de ces procédures, ou bien
lorsqu'il existe des signes tangibles et de forte probabilité que la question sur laquelle porte la consultation fera l'objet d'une traîne procédure. Donc, je reviens sur mon exemple de j'ai un problème de réclamation en cours de marché de travaux, j'ai une entreprise qui m'a envoyé un projet de décompte final avec lequel je ne suis pas du tout d'accord, ou je suis en litige avec mon maître d'œuvre parce que je ne suis pas d'accord avec les comptes généraux qui m'envoient. Bon, voilà. Là, pour moi, on est sur une probabilité assez forte, si on continue dans cette voie sans corriger le tir, d'avoir un litige, donc vous êtes hors publicité et mise en concurrence. Allez, septième modification de la loi ASAP, c'est la protection accrue des entreprises qui bénéficient d'un plan de redressement, donc ces entreprises qui sont en redressement judiciaire. Deux choses, d'abord en termes de passation, eh bien, on est sur une pérennisation des mesures qui avaient été instituées par l'ordonnance du 17 juin 2020, où désormais, c'est la fin de l'exclusion des candidatures des entreprises qui bénéficient d'un plan de redressement judiciaire. Donc ça, c'était applicable jusqu'au 10 juillet 2021. Désormais, c'est pérennisé ad vitam aeternam. Un candidat qui est en RJ et qui est capable de produire un plan de redressement peut désormais candidater. On ne doit plus l'exclure, et ce, quelle que soit la durée du plan de redressement. Ça veut dire que si mon marché est d'une durée de 4 ans et que le plan de redressement, il est sur 1 an, je ne peux pas l'exclure pour ce motif. Et du point de vue de l'exécution, voilà, c'est une sorte de mise en cohérence des dispositions du Code de la commande publique avec le Code de commerce, une mise en conformité, conformément aux droits des entreprises en difficulté, donc qui est prévu dans les articles 620, R620 et des poussières du Code de commerce. L'entreprise en redressement judiciaire, elle bénéficie du droit au maintien en cours, droit au maintien de ses contrats en cours. Mais dans le Code de la commande publique, on avait une petite disposition qui était en plus à condition que le titulaire ait informé l'acheteur sans délai de son changement de situation, c'est-à-dire de son placement en RJ. Cette condition de l'entreprise doit avoir informé l'acheteur a disparu. Et on revient au droit commun du Code de commerce. Les contrats sont maintenus de base, donc même si on ne prévient pas du placement en redressement judiciaire, et bien sûr toujours, sauf refus de l'administrateur judiciaire au silence d'administrateur judiciaire si celui-ci a été mis en demeure de poursuivre le contrat ou s'il y a défaut de paiement des créances exigibles au cours de la période d'observation. Donc ça veut dire que vos titulaires, il faut les surveiller encore plus qu'avant. Donc je vous donne un petit truc tout bête que vous connaissez déjà mais que moi j'utilise. Le site société.com, donc qui est un site privé, on peut créer un compte gratuit dessus. Il y a plein de services qui sont payants. Mais il y a un service qui n'est pas payant et qui est très pratique, c'est la surveillance des entreprises. Vous mettez le numéro CABIS, le numéro de RCS de l'entreprise dans société.com. Ensuite, vous avez un petit drapeau blanc sur un fond rouge de mémoire qui s'appelle « Surveiller cette entreprise ». Vous cliquez dessus et dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'il y a une annonce qui est publiée au bulletin des annonces commerciales, vous recevez un email d'alerte. Donc, on va avoir des annonces de publication des comptes, des choses qui ne sont pas très intéressantes, mais en revanche, dès que si l'entreprise est mise en redressement, voire en liquidation, et là, vous avez tout de suite une annonce, donc ça permet de ne pas louper le coche. On me demande, tous les marchés sont-ils concernés ou simplement les marchés de travaux? Donc oui, tous les marchés sont concernés. Et voilà, dernière nouveauté, c'est une souplesse sur la réservation des marchés. Vous savez, le mécanisme des marchés réservés, c'est je peux n'ouvrir ma mise en concurrence qu'à un type très précis d'entreprise. Donc avant, on avait des dispositions qui faisaient que soit, si je voulais faire un marché réservé en matière sociale, soit je réservais aux entreprises adaptées aux ESAT. Donc les entreprises adaptées et les ESAT, c'est des entreprises qui embauchent des personnes handicapées, c'est leur objet social. Soit je les réservais aux SIAE, structures d'insertion par l'activité économique, où là, les structures d'insertion par l'activité économique, ce sont des entreprises de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, qui ont pour objectif l'insertion des personnes éloignées de l'emploi, mais pas que des travailleurs handicapés. Donc, on peut avoir des travailleurs handicapés dans les SIAE, mais pas que. Donc, c'était soit l'un soit l'autre. Désormais, on peut faire un marché réservé un peu plus large, c'est-à-dire
où je le réserve à la fois aux entreprises adaptées, aux ESAT et aux SIAE. Donc, ça permet de toucher plus de monde et finalement de répondre à un même objectif qui est l'insertion par l'activité économique de tous les publics, tous les travailleurs faibles, j'allais dire, face à l'emploi. Voilà, j'en ai terminé pour cet exposé de la loi ASAP qui est exhaustif ou quasi exhaustif des nouveautés en matière de commande publique. Il y a aussi des nouveautés en matière d'urbanisme, mais ça, c'est un sujet de jeudi qu'on aura aussi le plaisir de présenter avec le moniteur. Donc, je vous remercie pour votre attention et pour toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, vous avez mes coordonnées, donc n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup. Merci à vous, Maxime. C'était un exercice qui n'était pas évident parce qu'il y a eu beaucoup de questions pendant votre intervention, donc mais voilà, vous avez répondu de manière magistrale à tout cela, et voilà, nous avons énormément de merci dans le chat pour l'exposé et que tout le monde a trouvé très clair et très instructif. Donc c'est nous qui vous remercions. Et puis je rappelle que vous animez une formation d'une demi-journée en classe virtuelle sur ce sujet, et que sur le site de Moniteur, vous pourrez bien sûr retrouver tous les éléments inhérents à cette formation animée par Maxime Buche. À tous, un grand merci, un bon appétit, une très bonne journée et à bientôt pour un nouveau webinaire. Merci, au revoir. Au revoir.